Bon, alors je vais commencer. Ouais, ok, tant qu'à y être. Je ne sais pas trop si vous vous souvenez du moment où vous avez, le moment précis où vous avez su ce que vous alliez faire plus tard ou ce que vous vouliez faire comme métier, ce que vous faites peut-être maintenant ou ce que vous avez envie de faire plus tard. Moi, c'est marrant parce que je m'en souviens, c'est avec une grande précision que je m'en souviens. Je me souviens où j'étais, quel moment de la journée c'était, ce que je faisais. Pour vous raconter très rapidement, j'étais chez des amis de mes parents. Et je fouillais dans leur bibliothèque, puisque quand on est enfant, j'étais enfant, on a le droit de faire ça. Quand vous êtes grand, vous ne le faites pas. Mais quand on est enfant, on a le droit de fouiller dans la bibliothèque des gens et de regarder leurs livres. Et je suis tombé sur un bouquin. Et ce bouquin, c'est celui-là. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Ce bouquin, c'est celui-là. Donc, c'est la rubrique à braque qui est beaucoup moins floue en vrai que ça, de Gottlieb. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Parce que c'était un bouquin, quand je l'ai lu, il m'a fait vraiment rire, à haute voix, pas juste sourire comme les autres BD que je lisais avant. Voilà. Et en peu de choses, c'est-à-dire en un dessin et quelques mots, j'ai vraiment ri, ça a créé cette émotion en moi. Que j'ai jamais vraiment trouvé sur d'autres médias. C'est-à-dire, évidemment, je ris sur des sketchs, évidemment, je ris sur des films, mais ça demande beaucoup de choses techniques. Il faut une bonne lumière, un bon timing, voilà. Là, juste une image et quelques mots et je riais. Et à chaque fois que je le relisais, les mêmes passages, je riais à nouveau comme si c'était la première fois. Donc, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire plus tard. Du coup, j'ai fait des études d'art appliqué pour faire ça. Je suis allé dans des écoles, on m'a appris à dessiner. J'ai rencontré des auteurs de bande dessinée dans des salons voilà, pour leur demander comment on fait pour être auteur de bande dessinée, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est vraiment important. Et en fait, j'ai surtout été découragé. En fait. On me disait un peu tout et son contraire. On me disait ce qui est important, c'est le graphisme, c'est pas les idées. Ou d'autres me disaient ce qui est important, c'est l'histoire, les éditeurs s'en foutent des dessins. Enfin, il ne parlait pas vraiment comme ça, c'est la voix que j'utilise quand j'imite des gens. Et du coup, je ne savais plus trop quoi faire et en fait, j'ai été découragé. En tout cas, la chose que tout le monde disait, c'était la BD, c'est un métier difficile, il y a le graphisme, il y a la publicité, lance-toi plutôt là-dedans, là, il y a du boulot. Et donc, du coup, j'ai un peu laissé tomber ce rêve-là, qui était un rêve pourtant que j'avais depuis vraiment très petit et je me suis lancé dans le graphisme, dans la publicité. Et pourtant, je me suis demandé quand j'y étais, est-ce qu'il n'y a pas une façon, est-ce qu'il n'y aurait pas une méthode pour apprendre à devenir auteur de bande dessinée, puisqu'il y en a plein qui le font. Et puis d'ailleurs, 20 ans plus tard, à peu près, après avoir lu ce bouquin-là, maintenant je suis auteur de bande dessinée. Donc voilà, donc je suis Ced, Nicolas vous l'a dit. Cédric, je fais de la bande dessinée depuis 8 ans maintenant. J'en suis à mon 15e album, et puis il y en a d'autres qui vont sortir dans l'année. Donc voilà, je vais vous parler, vous raconter ma façon de faire de la bande dessinée. J'ai appelé ça une méthode facile parce qu'elle est devenue très naturelle pour moi, mais inapplicable. Je suis désolé pour vous que vous soyez levé tôt alors que vous ne pourrez pas l'appliquer. Du coup, moi, ma première, ce que je trouve important en tout cas, et ce que je trouve facile en fait pour faire de la bande dessinée ou tout autre sujet, je pense, créatif, c'est de commencer par choisir un sujet que j'aime, mais un sujet que j'aime passionnément. Donc quelque chose que je connais très bien et que je vais utiliser, que je vais m'approprier. Donc j'ai fait plusieurs albums, je vous en montrerai juste 2 ou 3 là qui sont ici. Alors je ne sais pas si on les voit trop. Le Passeur d'âme, c'est un album jeunesse sur la mythologie grecque. Donc mythologie grecque que je connais vraiment très bien, je lisais ça depuis tout enfant. Wikipanda, c'est sur les animaux, la vie animale. Sherlock Holmes, je pense que vous connaissez le personnage. Donc voilà, ce sont des sujets que je connais vraiment très bien. Et surtout, vu qu'on a quand même besoin de se documenter quand on va faire un album, même pour la jeunesse, même si c'est un album drôle, voilà, il faut quand même se documenter, essayer d'être précis. Je passe beaucoup de temps à me documenter sur ces choses-là. Mais comme ce sont des sujets que j'aime beaucoup, je n'ai pas l'impression de travailler. Donc voilà, je lis énormément, je regarde plein de documentaires, voilà, documentaires animaliers par exemple pour Wikipanda, beaucoup de séries, évidemment j'ai lu tout Sherlock Holmes, sans jamais prendre de notes, vraiment. J'engrange toutes ces informations sans prendre de notes, sans rien noter. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Mais voilà, et surtout donc pour moi c'est du loisir en fait. Donc du coup ce qui fait que je n'ai pas l'impression d'être sur mon bureau en train de regarder tout ça et en train de me dire il faut que je le fasse. Voilà, donc choisir un sujet que vous aimez. Ensuite, parce que en fait, il faut que je vous raconte qu'au moment de préparer ce réveil créatif, moi-même je ne savais pas trop comment je faisais pour travailler. Donc il a fallu que je prenne du recul et que je me rende compte de ce que je faisais vraiment. Donc tout ça, je le faisais de façon un peu naturelle. Et je me suis rendu compte qu'entre ce moment-là, le moment où je choisis mon sujet et que du coup je vais en dégager 1 ou 2 personnages, pas plus, un personnage principal, un personnage secondaire, peut-être un antagoniste, un méchant,
mais c'est tout. Et entre le moment où je vais vraiment écrire, il se passe une longue période où je ne savais pas trop ce que je faisais. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait 1 mois et demi de flottement comme ça. Et en fait, c'est ma seconde étape, véritablement. Je l'ai découverte en faisant ce réveil créatif. C'est ma seconde étape, c'est rien. Donc pendant 1 mois et demi, je fais rien à propos de mon sujet. Je suis conscient que ça ne va pas améliorer l'image qu'on se fait des créatifs, mais quand je dis que je fais rien, je vais modérer un petit peu. Je ne fais pas vraiment rien, hein, je travaille sur plusieurs sujets. J'ai même la chance d'avoir un autre métier qui est aussi une autre passion que je fais. Donc du coup, quand je fais autre chose, simplement, je ne réfléchis pas à ce sujet-là en priorité. Je laisse mon esprit vagabonder. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que pareil, hein, je vous dis, tout ça c'est des choses que je fais de façon naturelle, mais je ne me suis jamais posé vraiment la question pourquoi. Je ne sais pas si ça vous le fait, on sait souvent une histoire, un film, un livre, on sait pourquoi on ne l'aime pas. On arrive à identifier les défauts d'une histoire. Et quand on l'aime, par contre, on a plus de mal à se l'expliquer. C'est vraiment quelque chose qu'on aime voilà, parce que ça nous a parlé. Et en fait, une histoire, on l'aime parce que c'est votre inconscient qui vous dit qu'il a aimé ça. Il y avait les bons ingrédients qui parlent à votre inconscient. Il y a même des Américains, Vogler, Campbell, qui écrivent des thèses entières, des bouquins entiers sur comment faire une histoire qui plairait à l'inconscient collectif des gens. Donc ils arrivent à rendre une espèce de méthode mathématique pour plaire à ça. Ils le vendent à Hollywood des millions. Du coup, si l'idée pour moi c'est de parler à votre inconscient, je me suis dit autant que ça vienne du mien aussi. Donc pendant 1 mois et demi, je laisse vraiment faire mon inconscient sur cette histoire. Je connais très bien mon univers, je me suis bien documenté dessus. Je connais mon personnage, je laisse faire le reste. Donc voilà. Il y a un petit moment privilégié où les idées viennent un peu plus facilement, il y en a même 2. Il y a des gens qui se sourient dans la salle parce qu'ils me connaissent très bien. Il y a le moment sous la douche. Voilà. Alors pourquoi sous la douche on a plus d'idées? Simplement parce qu'on est déconnecté. On n'a pas d'écran, on n'a pas de télé, on n'a pas de radio. Voilà. Et l'autre moment qui est génial, et là je le conseille à tout le monde, c'est juste avant de dormir. Donc juste avant de s'endormir, commencez à réfléchir un petit peu à votre histoire et ça se déroule tout seul. En fait, vous avez l'impression de regarder un film, c'est génial. Donc voilà, donc 1 mois et demi de rien où je laisse venir l'idée, mais surtout en fait je ne pense pas au format. Je ne me dis pas je fais ça pour faire une BD, je ne fais pas ça en 96 pages, voilà. Je laisse faire et au moment où je ne peux pas trop vous dire quand, où j'ai ma conclusion, je pense que j'ai la fin de mon histoire, cette fois-ci on va rationaliser. Donc on pose tout à plat, j'écris un synopsis, quelques lignes et j'essaie de voir ce que j'avais prévu comme histoire. Et à ce moment-là, je vais gâcher mes idées, je vais charcuter un peu mon histoire et je vais faire ce qu'on appelle en bande dessinée, un peu à tort, un storyboard. Donc encore une fois, c'est beaucoup moins flou sur mon image. Un storyboard, c'est poser son scénario et le mettre en image. Toutes ces images que j'avais dans ma tête, qui étaient un petit peu comme un film en fait dans mon cerveau, j'essaie d'en sortir les meilleurs cadrages, les meilleurs placements. Est-ce qu'une longue image va me permettre de raconter plus de choses? Les petites vont faire qu'il y a plus d'actions qui vont se dérouler. Vous avez vu, c'est pas bien dessiné, c'est pas le but. Le but, c'est juste de mettre en image ce que j'ai en tête, faire un brouillon en fait. Quand je fais des interventions devant des enfants pour leur expliquer ce passage qui est vraiment très important, je leur dis que c'est un brouillon en fait. Et voilà, c'est quelque chose que je peux faire, je peux défaire, je peux changer les scènes, les remettre, etc. En même temps que je fais mes dessins, j'écris mes dialogues sur une feuille à côté. Vous voyez, c'est numéroté, je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, je fais mes dialogues à côté et j'essaie de voir si tout fonctionne bien. Une fois que j'ai fait ça, je laisse passer un petit peu de temps et je vais relire. Quand je relis, pour savoir si tout est cohérent, je me place du côté des personnages, en fait, pas de l'histoire. Une histoire, nos personnages, quand on écrit une histoire, ils vont faire des choses qui sont souvent pas très cohérentes pour eux, mais juste parce que ça tombe bien pour l'histoire. Et ça veut dire que ça marche pas bien, c'est pas bien. Il y a beaucoup de films hollywoodiens qui sont comme ça, on s'en rend compte, et je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens qui soient autant payés pour faire ça. Mais du coup, moi, donc je vous disais, j'ai un autre métier à côté, je suis improvisateur, je fais de l'impro théâtrale. Et quand on fait de l'impro, on est nos personnages, on n'écrit pas une histoire avec du recul, on est nos personnages. Et ce qui est important, c'est qu'il faut que nos personnages aient une motivation à chaque fois. Mais tous, c'est-à-dire le personnage principal doit avoir une motivation, le personnage secondaire doit avoir une motivation, et le méchant de l'histoire doit avoir une motivation. Donc je me pose 3 questions. Mon personnage, pourquoi il fait ça? Pourquoi il le fait maintenant? Et qu'est-ce qui se passerait s'il ne le faisait pas? Et tout ça, c'est l'impro qui me l'a appris, qu'un méchant, par exemple, d'une histoire, c'est le héros de sa propre histoire. Donc il n'est pas juste dans l'histoire parce qu'il est méchant, il ne peut pas juste venir en disant « mon but, c'est de faire du mal aux gens ». Il a son objectif et il faut arriver à le trouver. Et si en répondant à ces 3 questions qui me viennent de l'impro, si en répondant à ces 3 questions on se rend compte que c'est pas normal qu'il fasse ça, c'est juste parce que ça tombe bien pour l'histoire, il faut le réécrire. Donc voilà. Donc c'est une phase un peu longue, ce passage-là, parce que c'est le moment où on va tout décortiquer, tout poser à plat,
et tout refaire. Voilà. Des fois, il y a des scènes qu'on avait en tête qui étaient géniales et qu'il va falloir jeter, malheureusement, parce qu'elles ne fonctionnent pas, et essayer de retrouver des raccords entre elles, quoi. Ce moment-là, en fait, une fois qu'il est terminé, pour moi, l'album, il est terminé, en fait. Donc, je sais que je suis auteur de bande dessinée, que normalement, ça devrait être le dessin, ma priorité, ce que j'aime. En fait, une fois que j'ai fini ça, peut-être que parmi vous, il y a des auteurs ou peut-être des gens qui écrivent ou qui dessinent. Vous savez peut-être une fois que vous avez terminé votre œuvre qu'il y a un moment à la fois soulagement, à la fois un peu de déprime une fois qu'on a lâché le bébé. Moi, je l'ai une fois que j'ai terminé ça. C'est-à-dire que tout le reste, le crayonné, le dessin, l'ancrage, c'est de la fabrication. Pour moi, c'est de la production. Je ne dis pas qu'il faut que ça soit comme ça, surtout pas. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Donc le reste, là, c'est des extraits d'un album de Sherlock Holmes, donc j'ai montré tout à l'heure. Crayonné, ancrage et dessin. Je ne m'étale pas trop dessus, simplement parce que pour moi, c'est de la fabrication, à tel point que quand je travaille dessus, j'ai besoin d'être distrait. Il me faut de la musique, ou la radio, ou j'écoute des livres audio, ou je regarde des séries, parce que ces choses-là m'intéressent moins. Simplement parce que je connais mes limites. Je sais que je ne suis pas un grand dessinateur, mais je pense savoir raconter des histoires, et je pense qu'on peut bien savoir raconter des histoires sans savoir forcément très bien dessiner. Après, il faut bien connaître ses limites, c'est-à-dire qu'il y a des projets que je ne peux pas faire seul, je le sais. Donc du coup, ça c'est le cas où je travaille tout seul. Je connais très bien mes personnages et je savais que je n'avais pas à avoir des grandes contraintes techniques à faire cet album-là. Il y a des albums que j'ai en tête. Par exemple, il y avait une histoire au tout début de ma carrière d'auteur de bande dessinée que j'avais en tête. J'aime beaucoup les super-héros. Et j'adore ça, ça fait aussi partie de mes premières lectures. Et en fait, j'avais une histoire de super-héros en tête. Mais le problème, c'est que quand on fait du super-héros, il faut faire des environnements urbains, il faut être méga précis, il faut faire, travailler sur la proportion du corps humain et tout ça. Je sais que j'en suis pas capable, je sais que je ne suis pas assez bon pour ça. Moi, je suis partisan du fait que, si il y en a parmi vous qui dessinent, on a le droit évidemment de vouloir s'améliorer. Et moi, je veux tout le temps m'améliorer, je continue à dessiner, à prendre des cours d'anatomie avec des bouquins, etc. Mais ça, on ne doit pas le faire pendant un album. On ne doit pas le faire au début d'un album en disant « je vais m'améliorer et du coup, ça sera bien ». Il faut le faire entre deux albums. Un album, il faut qu'il soit facile à faire. Sinon, il faut que vous fassiez ce que vous savez faire, pas plus. Donc du coup, quand un album, je sens que techniquement, je n'y arriverai pas, je travaille avec d'autres auteurs. Donc là, quand je travaille avec un autre auteur, je donne ce fameux storyboard, ce fameux découpage, et c'est lui après qui fera le dessin que je trouverai adapté. Et voilà, donc voilà, ça c'est ma fameuse histoire de super-héros, vous voyez. Alors, ça ne se voit pas trop avec le flou, mais en fait, il y a vraiment un gros travail, ça se passe à Chicago en 1938, parce que quand je travaille avec quelqu'un, du coup, je le charge. J'y vais donc sur les décors, sur les références, voilà. Donc du coup, c'est à Chicago en 1938, d'où les dinosaures, 1938, voilà. Voilà, donc du coup, il faut connaître ses limites, il ne faut pas se mentir, en fait. C'est ça, en fait, qu'ils voulaient me dire, ces auteurs, quand j'allais les voir. C'est pour ça qu'ils me disaient c'est pas bon graphiquement, voilà, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on sait faire. On peut le travailler, mais pas au moment de faire le projet. Entre deux projets, c'est possible, pas en faisant le projet. Donc voilà, si vous devez… je vous disais, la méthode est inapplicable parce que c'est la mienne. Je ne peux pas vous conseiller de rien faire pendant un mois si vous avez quelque chose à faire, un projet à faire. Elle est inapplicable parce que c'est la mienne. Mais les fondamentaux, c'est travailler sans contrainte, enfin créer sans contrainte. Vraiment, ne pas avoir de cases, même pas se dire je dois écrire une histoire ou je dois faire ce travail-là avec le format en tête. Créer sans contrainte et une fois que vous avez créé ça, posez-le et retravaillez-le. Si vous écrivez des histoires, ce qui est important, c'est le personnage. Pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il doit faire? Pourquoi il le fait? Et pourquoi il le fait maintenant surtout? Est-ce que c'est parce que ça m'arrange ou est-ce qu'il faut qu'il ait une vraie raison de le faire? Ok. Je vais terminer en vous racontant une petite histoire, justement une anecdote encore une fois, de quand j'étais au tout début de ma carrière d'auteur de bande dessinée. J'étais dans un salon de bande dessinée et c'était au tout début, donc du coup j'étais en train de faire rien, il n'y avait personne pour moi. Du coup il y avait des auteurs un peu plus renommés à côté de moi qui eux ils avaient une longue file d'attente. Il y avait un auteur à côté de moi dont je ne me souviens plus le nom, enfin je m'en souviens mais je n'ai pas envie de vous dire le nom, et qui a eu un adolescent qui est venu, un jeune qui est venu avec son carnet à dessin. Et donc je me suis un peu retrouvé en lui, moi quand j'allais voir les auteurs de bande dessinée, qui lui a montré ce qu'il savait faire et qui lui demandait qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je peux faire pour être auteur de bande dessinée.
Et cet auteur de bande dessinée, l'installé, hein, le vrai, celui qui a la bouteille, lui a dit les mêmes choses. Hein, c'est pas très mature, faut tout refaire. Hein, c'est pas qu'il faut tout refaire, mais c'est pas bon comme ça. Tu sais, la bande dessinée, c'est un métier difficile. Il faut essayer. Il y a plein de moyens de s'éclater avec le dessin, la pub, le graphisme. Donc l'adolescent était jeune. En plus, je trouvais ça plutôt pas mal ce qu'il faisait. Enfin, mieux que moi ce que je faisais à l'époque, alors que je t'ai publié. Et il est parti, bon, un peu déconfit, hein, voilà, déconstruit. Il a dit merci quand même, donc c'est bizarre, mais il est parti. Et un peu plus tard, avec cet auteur, je mangeais avec lui pendant ce salon et je lui ai demandé, je lui ai raconté ce que je vous ai dit, hein, qu'on me disait les mêmes choses et que c'était parfois destructeur. D'entendre ce genre de choses-là, surtout quand c'est une passion. Ça se voyait que c'était une passion. Il faut avoir du courage pour montrer ses dessins à quelqu'un. Et il m'a dit, ouais, mais ce gamin-là, si jamais il s'accroche et qu'il continue à faire de la BD malgré ce que je lui ai dit, ça veut dire qu'il est fait pour ça. Et donc il y a un peu de ça aussi. Et si j'ai fini par y arriver, c'est peut-être parce qu'on m'a dit que j'y arriverais pas aussi. Donc voilà. Et je vous remercie à tous. Merci Cédric. Ben voilà, il est encore là. Donc si vous avez des questions sur ce qu'il faut que vous y alliez. Alors, tu reçois les dessins. Ils peuvent te montrer des dessins? Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais, alors c'est vrai que ça je l'ai omis parce qu'il faut aller vite en fait, hein, donc voilà, j'ai pas pu tout dire. Moi j'ai commencé à faire de la bande dessinée en travaillant, enfin d'abord, donc je vous disais j'étais créatif dans la publicité, hein, c'est là qu'on s'est connus, ça m'intéressait pas, j'aimais vraiment pas ça. Du coup j'ai fait de la bande dessinée sur un blog pour m'amuser, mais vraiment c'était vraiment pour m'amuser et c'est comme ça que j'ai eu quelques lecteurs qui m'ont suivi, puis des éditeurs qui, en voyant que des lecteurs me suivaient, malgré le dessin qui n'était pas extraordinaire, ils se dit ça veut dire que ça peut plaire et du coup m'ont signé. Donc en fait, j'ai eu aucune démarche à faire auprès des éditeurs. Mais au final, l'idée reste la même, c'est éclatez-vous, amusez-vous, ne mentez pas, travaillez sur des choses qui vous font rire, qui vous font rêver à vous, et ça finira par toucher quelqu'un. Ne faites pas quelque chose en vous disant il faut que ça touche le plus de monde possible, ou c'est ce projet qu'il faut que je fasse, parce qu'en ce moment ça marche, quoi. Voilà, ça fonctionnera pas. Voilà. Ouais. Mon style graphique. Hein. Mon style graphique, c'est ce que je disais. En fait, moi, j'ai commencé déjà un peu tout seul avec les influences que j'avais, de la BD Grenet, Astérix, Achille Talon, etc. Et après, en effet, la bande dessinée, c'est un monde qui est assez fermé. On se connaît un petit peu tous. Hein. C'est pour ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux auteurs. Il y en a, hein, mais qui n'arrivent pas forcément à arriver jusqu'au bout. Donc, du coup, on se connaît tous, mais on s'influence tous. Et on se pique des trucs, mais en se le disant, il n'y a pas de souci. Donc du coup, moi j'ai travaillé avec d'autres auteurs pour certains albums. Là, je montrais Le Passeur d'âme tout à l'heure. C'est un autre auteur qui a un style qui est sensiblement proche du mien. Et je lui ai volé des choses parce que j'ai trouvé intéressantes. Mais il y en a qui me volent des choses à moi aussi. Mais voilà, il n'y a pas longtemps, j'avais vu un graphe sur une rue à Porto. Et il y avait écrit que les bons artistes imitaient et les grands artistes volaient. Et en fait, je trouve que c'est pas loin d'être vrai. Donc, piquer des choses, mais surtout se les approprier et pas les piquer juste pour les piquer, permet de faire évoluer des styles. Donc, voilà. Et ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire, j'y réfléchis pas voilà, je me dis pas, je vais faire ça. Je me rends compte qu'en fait, quand je regarde ce que j'ai fait il y a 8 ans, je peux à peine le regarder, mais parce que ça évolue un peu tout seul, quoi. Je pense que c'est naturel, quoi. Voilà. Avec beaucoup de chance. Malheureusement, ça fait partie aussi du fait d'y arriver ou pas. Donc, ce que je disais, en fait, vraiment, je faisais ça pour m'amuser. Il y a des lecteurs qui se sont intéressés, qui ont commencé à en parler entre eux. En fait, on parle des blogs, on dit que c'est comme ça qu'on peut se révéler. C'est vrai, mais il y a quelques années déjà. C'est-à-dire qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, Facebook, etc., les gens lisent plus trop de blogs. C'est fou à dire que c'est déjà passé de mode alors que voilà, c'est encore là. Mais voilà, donc je suis arrivé pile au bon créneau, à la bonne niche qu'il fallait. Et c'est comme ça qu'un éditeur s'est intéressé à moi. Après, une fois que l'éditeur propose un contrat, il faut l'assurer derrière. Donc, il faut y arriver. En effet, c'est une grosse masse de travail. On en a parlé tout à l'heure avec Nicolas. Du coup, il faut y arriver quand même. Mais à l'origine, je n'ai pas cherché. Et surtout, en plus, l'éditeur voulait que je fasse mes croquis un peu brouillons, un peu parce que c'est ça qui plaisait au public à cette époque-là, quoi. Après, ça a évolué tout seul, mais on ne m'a pas demandé de m'améliorer. En fait, on voulait vraiment avoir cette chose-là parce que j'avais déjà parlé c'est pas un très beau mot, mais aux consommateurs directement, sans passer par l'éditeur. Donc voilà, c'est à ça que sert Internet aussi aujourd'hui, hein, même s'il n'y a pas que des bonnes choses, mais ça sert à ça aussi, à vous faire connaître et à montrer à des éditeurs que vous pouvez déjà plaire en fait, quoi. Voilà. Ouais. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que vous utilisez pour les remplissages couleurs? Qu'est-ce que j'utilise pour les remplissages couleurs Photoshop.
voilà, je ne m'embête pas, Photoshop, et puis après je fais mes ancrages par-dessus. Maintenant, je travaille uniquement à la tablette graphique, donc là, la tablette qui est ici, c'est mon outil de travail, je travaille plus sur papier. Ça ne change rien au processus créatif, il faut quand même dessiner, hein, ça ne dessine pas à ma place. Par contre, ça économise du papier. Et surtout, en fait, j'ai plus besoin de nettoyer mes planches, j'ai déjà montré qui est fait, qui est fermé, et j'ai plus qu'à remplir après, voilà. Donc Photoshop, mais tous les auteurs utilisent Photoshop en fait. Ouais. Comment est-ce qu'on peut découper une action dans son BD en fait? Ouais. Alors, il y a quelqu'un, il y a un auteur qui est extrêmement bon pour ça et je te conseille de regarder un petit peu ce qu'il fait ou de lire ce qu'il fait, c'est Bill Watterson avec Alvin et Hobbes. C'est lui qui m'a appris qu'en fait, la bande dessinée, en bande dessinée, le temps c'est de l'espace. Donc, si je peux revenir un tout petit peu avant. Le temps c'est de l'espace, ça veut dire qu'une action qui va durer longtemps, il faut que la case soit grande, un peu comme si c'était un panoramique en cinéma, comme si on se baladait. Une action où il va y avoir plein de petites cases, le lecteur va la lire de façon saccadée, ce qui fait que l'action va s'accélérer. Donc en fait, moi j'ai appris beaucoup avec lui, avec Hergé, hein, c'est lui qui a posé aussi toutes les bases, Tintin. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à poser les cases. Le temps, en fait, plus une case est longue, plus il y a du temps qui s'écoule, plus elle est courte et plus ça veut dire que l'action est rapide. Avec ces deux principes-là, déjà on arrive à caser ces formats de BD, quoi. Et encore une fois, ça c'est la finalité de ce que j'ai fait. Il y a eu plein de versions avant que j'arrive à trouver ça fluide au moment de le lire, quoi. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas génial pour les auteurs de bande dessinée, mais pour les auteurs en général, et pas forcément que de bande dessinée. Il y a plein de problèmes. En effet, c'est un gros volume de travail qui n'est pas rétribué. C'est un sujet difficile. Je ne vais pas faire mon syndicaliste en disant on n'est pas payé assez. Mais c'est vrai que ce qui est étrange, hein, si parmi vous il y en a qui veulent devenir ou qui le sont déjà, on est payé donc en droit d'auteur, hein, que ce soit on a une avance d'abord, mais on est payé en droit d'auteur après. Ce qui veut dire que si votre bouquin ne marche pas du tout, vous ne serez pas payé beaucoup. Et par rapport à l'année de travail que vous avez fait, ça sera ridicule. Ça veut dire que n'importe quel secrétaire d'une maison d'édition est mieux payé que vous en fait. Donc c'est difficile à dire puisque c'est vous qui fournissez pourtant la matière première. Moi j'ai la chance, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance de travailler à côté. Et je conseille à tout le monde en fait qui veut se lancer là-dedans d'avoir un métier à côté aussi. Malheureusement. La chance que j'ai, moi, c'est que je travaille, je suis donc improvisateur théâtral, je fais de la scène, hein, je donne des cours de théâtre, donc c'est mon autre passion. Et avec les deux, j'arrive à m'en sortir. Voilà. Je rappelle, ce soir, il y a un spectacle au Rex de Toulouse où je joue. Il y a des flyers à la sortie, vous pouvez vous servir. Voilà. Si, c'est plus compliqué que ça. Je ne peux pas encore une fois dire, il y a Delcourt, Soleil qui trustent une grosse partie du marché. Mais chacun a son modèle économique. Il y a des petites maisons d'édition qui arrivent quand même à s'en sortir. Je ne peux pas dire que c'est la faute des éditeurs, je ne peux pas dire que c'est la faute de… Voilà. Je pense qu'il y a un tout qui fait qu'il y a une grosse demande de la part des lecteurs aussi. Il y a 15 nouvelles BD par jour qui sortent, 15 nouvelles BD par jour. Donc il y a 5000 BD par an qui sortent. Donc pour exister là-dedans, c'est vraiment très difficile. Mais aussi parce qu'il y a plein de gens qui se lancent, qui ont envie de faire de la BD. Il y a plein de lecteurs qui le demandent, sinon on ne sortirait pas autant. C'est un tout. C'est une façon de repenser à tout. Je ne peux pas dire c'est la faute des éditeurs, c'est la faute des patrons, c'est la faute… Voilà. C'est pas mon rôle déjà. Et puis voilà, c'est un moment un peu difficile, mais les arguments de toutes les parties sont un peu compréhensibles, quoi. Voilà. Oui, ça se fait. Donc il y a des projets maintenant hein, qui existent, Ulule, tout ça, je ne sais pas si vous connaissez, les projets participatifs hein, où on demande aux gens de nous financer ce qu'on fait. Ça se fait, mais ce n'est pas bien vu. En bande dessinée en tout cas. C'est-à-dire que si on le fait et qu'on a un projet vraiment perso que personne n'a voulu prendre, etc., ça va être beaucoup plus dur de rentrer chez un autre éditeur après qui va juste te dire tu te débrouilles tout seul. Voilà. Il y a tellement de demandes d'auteurs, il y a tellement de gens qui ont envie de devenir auteur de bande dessinée. Si quelqu'un s'édite tout seul, l'éditeur va dire écoute, vas-y, hein, vogue. Hein, voilà. Donc, et il faut savoir en fait, la bande dessinée, la rétribution, il y a un très très bon documentaire que je vous conseille qui s'appelle Derrière les bulles. Regardez-le, on peut le regarder sur YouTube gratuitement, et qui explique la répartition des parts entre les auteurs, les libraires, les distributeurs, les éditeurs. Et les distributeurs, c'est une grosse partie, donc c'est juste les personnes qui ont du stock chez eux et qui après vont aller voir les magasins pour leur donner des bouquins, les récupérer, etc. Et c'est une très grosse partie et c'est vrai qu'en auto-édition, soit on a les moyens de payer un distributeur, mais alors à ce moment-là, on n'avait qu'à monter une maison d'édition tout court, soit on ne l'a pas, et ça veut dire qu'il faut soi-même démarcher, enfin, c'est un milieu aussi très difficile, quoi. Voilà, il y a plein d'intermédiaires entre l'auteur et le lecteur, et c'est ça en fait qui brouille un peu tout ça, quoi. J'en pense qu'il y a des bonnes choses qui en sortent.
de ça. Moi, on me l'avait proposé, hein, très clairement. Au moment de faire, j'ai fait un album qui s'appelle Un an sans Internet. Et avant de faire ce bouquin-là, l'éditeur m'avait dit, on veut ton blog, il marche bien, donc fais-le. Et moi, j'ai négocié avec l'éditeur pour lui dire, j'ai pas envie de raconter la même chose qui a été déjà lue, parce que ça veut dire déjà il fallait le redessiner forcément, puisqu'il y avait des histoires qui avaient des années et qui étaient très très mal dessinées. Donc il fallait le retravailler de toute façon. Donc ça veut dire que moi, il fallait que je retravaille des choses que j'avais déjà fait il y a 5 voilà. Donc du coup, j'ai dit, on garde le même style, mais je fais autre chose, une histoire inédite à partir de ça. Les auteurs peuvent négocier ça avec leur éditeur, après à chacun sa volonté. Il y a des bonnes choses qui sont sorties de là. Je ne suis pas forcément très, très fan, mais c'est ça qui a plu à leur public, donc je comprends aussi qu'on fasse ce genre de choses-là. Voilà. Moi, perso, ce n'est pas ma démarche, mais après, il y a des bonnes choses quand même, quoi. Mon blog existe toujours, il est beaucoup moins alimenté. Voilà, ça c'est l'autre problème, hein. C'est une fois qu'on est repéré par un éditeur, on n'a plus trop de temps. Donc du coup, on laisse un peu tomber le lectorat premier. Chaque fois, à chaque premier de l'an, je me dis ma résolution c'est de remettre des histoires sur le blog. Et puis voilà, on est fin février, j'ai toujours pas fait. Donc du coup, il existe toujours, hein, 7univers.blogspot.com. Il faut taper 7 BD sur internet et tu tomberas dessus. Mais voilà, j'espère l'alimenter un petit peu plus, quoi. Voilà. Ça marche. Maintenant, il faut savoir que tous les contrats de bande dessinée ont un avenant. On va le faire en format digital, tous. On est au tout début de ça, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore des choses folles qui ont été développées. Donc les auteurs, quand ils travaillent sur leurs albums, ils continuent à réfléchir papier, et moi le premier, je continue à réfléchir papier. Je sais qu'après ça sera adapté en digital, mais moi je ne m'en préoccupe pas. On y arrivera très certainement, il commence à y avoir des choses intéressantes avec des BD un peu interactives, voilà, ce genre de choses. Ça ne m'intéresse pas trop. Moi, c'est vrai que moi, ce pourquoi je fais ce boulot, c'est aussi pour retrouver mes lectures de jeunesse, ce que je faisais quand j'étais jeune. Donc, ça viendra peut-être, j'en sais rien. Hein, je ne suis pas non plus fermé complètement à ça. Pour l'instant, je réfléchis en format papier. Il y a tellement de choses chouettes à faire déjà avec ce format-là que voilà, j'y suis pas encore. Par contre, tous les contrats maintenant ont la clause, ça sera édité en format numérique. Pour l'instant, c'est les éditeurs qui font l'adaptation, mais pas les auteurs, mais ça viendra très certainement, quoi. Voilà, mais c'est juste parce qu'on est au tout début de ça. Aussi parce que pour l'instant, tous ceux qui font des albums et des livres, ils ont lu des livres papier quand ils étaient jeunes. Donc je pense que la génération d'après, qui aura déjà commencé à lire sur ce format-là, va se dire il y a plus à faire que ça et du coup va travailler là-dessus. Il peut en sortir des choses super chouettes, je pense. Il y a déjà des choses super chouettes qui sont sorties là. Moi, ce n'est pas trop mon truc, donc comme je vous disais, il faut que ça soit facile pour moi. Donc je ne vais pas me forcer pour l'instant à travailler sur un nouveau format. Ça arrivera peut-être un jour. Pour démarcher un éditeur, le conseil que je donne, c'est qu'il faut se mettre à sa place. Il faut se dire que son histoire, encore une fois, il y a plein de documents sur Internet pour apprendre à faire un dossier éditeur. Donc déjà, la chose qui est rassurante, c'est que les éditeurs lisent tous les dossiers, tous. Parce qu'avant, c'était plus compliqué, il fallait envoyer ça par courrier, on recevait une réponse 2-3 mois plus tard. Maintenant, avec Internet, les PDF, il y a toujours un contact sur les pages des éditeurs avec « envoyez-nous un projet » et ils les lisent tous. Donc faire un petit PDF très concis, 3-4 pages, donc une colorisée, les autres n'ont pas besoin d'être colorisées, mais des pages qui reflètent votre album. Ce n'est pas forcément les 3 premières. C'est celle qui vous dites c'est l'esprit de mon album, c'est ça. Un synopsis, une description des personnages et c'est tout. Envoyez ça à l'éditeur. Tout le monde a sa chance. Il y a des gamins de 17 ans qui n'ont pas encore leur bac, qui ont été révélés, qui ont été repérés. Il y a des gens qui sont révélés à 50 ans passés, ils se sont dit j'ai ça, j'ai envie de faire ça. Il y a des gens qui n'avaient pas du tout ce métier-là et qui sont tombés là-dedans. Voilà. Donc tout le monde a sa chance. Après, il faut apprendre aussi à avoir du recul, à se dire si un éditeur m'a dit que c'était pas bon, ça veut dire qu'il faut peut-être le retravailler ou que ça ne lui correspond pas. Aucun éditeur ne dit ça pour être méchant en fait. Hein. S'ils ont l'opportunité d'avoir une bonne histoire et qu'ils se disent que ça pourrait marcher, forcément ils diront oui. Donc s'ils disent non, c'est qu'ils ont leur raison à eux, peut-être pas universelle, mais en tout cas leur raison à eux, quoi. Voilà. Donc savoir se remettre en question et faire un dossier concis mais qui donne l'esprit de l'album. Il y a beaucoup de gens qui viennent du dessin animé, qui viennent vers la BD. Il y a très peu du contraire. Parce que les gens qui travaillent dans le dessin animé sont des gens qui font beaucoup de fabrication. Hein, donc voilà, ils produisent, ils font des décors, ils font un personnage qui bouge à peine, etc. Donc ils ont plein de créativité en eux, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer. Et du coup, on a beaucoup d'animateurs qui viennent dans la bande dessinée. Il y a pas mal d'animateurs espagnols ou italiens qui sont excellents et qui viennent dans la bande dessinée parce que ils peuvent beaucoup plus s'exprimer, mettre ce qu'ils ont en tête, faire voilà, leur personnage, leur dessin et surtout travailler sur des choses qui leur appartiennent et pas qui appartiennent à un studio, quoi. Voilà. L'autre passerelle, c'est dans l'autre sens, c'est l'adaptation. Par contre, il y a beaucoup de studios qui s'intéressent aux bandes dessinées pour en faire des dessins animés.
Et le contraire se fait, mais pas trop quoi. Donc il y a pas mal de, c'est un vivier d'idées en fait, hein, on en a parlé à la bande dessinée, surtout en France. Il y a pas mal de gens qui en prennent des choses pour les adapter au cinéma, donc c'est sympa parce que ça fait rayonner un peu le produit de la bande dessinée, quoi. Alors c'est un marché où je me place tout en bas. J'ai vendu ma toute première planche originale en octobre de l'année dernière et c'est tout. En fait, comme je le disais, je ne pense pas avoir un graphisme assez intéressant pour que des gens veuillent m'acheter. Alors je ne l'ai jamais proposé pour l'instant, on va savoir si ça se trouve si je le faisais. Il se trouve que l'année dernière j'ai fait une planche que je trouvais sympa, je l'ai proposée et c'est vrai qu'elle a été vendue. S'il y a des gens pour l'acheter, c'est chouette. Moi, après, c'est un problème, c'est le problème que j'ai déjà d'être devant vous, c'est que je ne me sens pas trop légitime d'intervenir auprès de gens, de vendre déjà des BD. On se sent toujours un peu imposteur, enfin, en tout cas moi. Et du coup, c'est pas un truc dans lequel je me sens à l'aise pour l'instant. Après, c'est vrai que moi, je serais prêt à acheter, pour des auteurs que j'aime beaucoup, je serais prêt à acheter une planche. Donc, voilà. Mais pour l'instant, moi, en tout cas, je suis tout en bas de l'échelle de ce marché-là. C'est pas avec ça que je paye mon loyer, en tout cas. Ok. Voilà. Merci Cédric. Merci à vous. Merci beaucoup. Ouais, ça fait. Mm-hmm.